Monsieur le ministre, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chers collaborateurs. Je voudrais, Monsieur le ministre, vous féliciter déjà. Vous féliciter pour l'initiative qui consiste à intensifier la formation et la sensibilisation des agents publics sur ce phénomène et la corruption, ce phénomène qui est devenu préoccupant par son ampleur et son impact sur nos économies en général. Monsieur le ministre, la corruption frappe tous les pays, aussi bien dans les secteurs privés que publics. La corruption n'épargne aucune administration. Je voudrais à ce stade, Monsieur le ministre, former le vœu que ce type de formation soit étendu aux établissements d'enseignement qui préparent aux carrières administratives, notamment le TCA, l'IS et l'autre. Et même dans l'éducation, pour permettre à ces jeunes aspirants d'être très tôt au fait de ces valeurs d'intégrité. En réalité, c'est un esprit qu'il faut cultiver. Monsieur le ministre, le succès de toute politique publique dépend avant tout du fonctionnement, du bon fonctionnement, j'allais dire, de l'administration. Cette question a été abordée en conseil interministériel et nous avons reçu des très hautes instructions de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. En ce qui concerne le département dont j'ai la charge, la transparence budgétaire et la bonne gouvernance sont essentielles pour l'amélioration des résultats en matière de développement économique et pour établir la confiance dans l'action publique. Une administration moderne et dirigeante qui respecte les procédures établies permet de ne pas détourner les politiques publiques au profit des intérêts privés. C'est donc avec beaucoup d'intérêt, Monsieur le ministre, que nous vous accueillons, vous et votre équipe, Monsieur le ministre, pour nous entretenir sur cette question, à un moment où notre pays amorce la relance de l'activité économique à la suite de l'une des crises historiques que nous venons de connaître. Ici comme ailleurs, de nombreux pays, de nombreux rapports, de nombreuses études, notamment celle du FMI en 2018, ont montré qu'une gouvernance déficiente et une corruption systémique s'accompagnent de moins de croissance et accroît les inégalités. En effet, la perte d'efficience de la dépense publique engendrée par ce phénomène renchérit pour les usagers le coût des actes administratifs et pénalise la réalisation des projets publics. Dans le cadre des politiques mises en œuvre par mon département, les marchés publics et le contrôle des services faits constituent, Monsieur le ministre, deux préoccupations majeures devant être prises en compte dans la prévention de la corruption. Ces sujets sur l'amélioration de la gouvernance de la chaîne de la défense font déjà l'objet d'intenses débats, de nombreux débats au sein du ministère et ont déjà abouti, donné lieu, si l'on veut, à 4 orientations stratégiques majeures. La première orientation, c'est d'accroître la transparence dans la passation des marchés en systématisant le recours aux appels d'offres et leur publication. La deuxième orientation, c'est celle de renforcer le service fait par l'intensification des contrôles administratifs et techniques. La troisième orientation, c'est celle de digitaliser les services, notamment la procédure de passation et de publication de marché. La quatrième, c'est de réinitialiser la journée comptable pour assurer la transparence et l'équité dans le traitement des dossiers. Et enfin, renforcer la sensibilisation
sur l'action de l'État. Ce sont là les axes majeurs qui ont déjà fait l'objet de nombreux débats dans notre ministère pour essayer d'apporter une réponse à cette problématique de l'ordre général. Nous envisageons enfin, Monsieur le ministre, de renforcer l'inspection générale des services pour lui permettre de consacrer plus d'efforts au renforcement des contrôles internes ainsi qu'à l'éthique et à la déontologie des agents. C'est sur ces mots, Monsieur le ministre, que je souhaite que nos échanges aboutissent à la définition finalement d'une stratégie claire et conceptuelle de prévention des comportements de corruption dans nos services, avec les instruments et les outils que vous mettrez à notre disposition. Nous vous assurons de la disponibilité de nos équipes à pouvoir accompagner le ministère dans ce défi, qui est en réalité un défi pour tous, de tous et pour tous. Merci encore, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je crois que pour avoir passé pratiquement toute votre carrière administrative dans ce ministère, vous connaissez toutes les réalités, et je crois que cela vous a permis déjà d'anticiper sur ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de service, s'ils sont là, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualité. Notre rencontre de cet après-midi a trait à la lutte contre la corruption dans l'administration centrale. La lutte contre la corruption dans l'administration centrale. Après, nous irons dans l'administration privée, le secteur privé. Nous n'allons pas nous arrêter à l'administration publique. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption est une priorité pour le président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement. Elle revêt plusieurs enjeux. Pour l'État, la lutte contre la corruption participe à la confiance des citoyens dans leurs institutions. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, votre ministre. La lutte contre la corruption participe à la stimulation de la croissance économique, à la stimulation des ressources fiscales et à une dépense publique de plus grande qualité. Une dépense publique de plus grande qualité. Car il faut avouer que l'incompétence que nous avons observée ces dernières années est ahurissante avec la mauvaise gestion des affaires de l'État, notamment à travers des exonérations, des abattements, tous azimuts. L'incompétence, c'est aussi une forme de corruption, comme disait un économiste tunisien, ancien directeur général d'une banque centrale, car
elle ouvre la porte au réseau de corruption. Parce que quand vous n'avez pas la maîtrise de votre travail, vous laissez la porte ouverte au réseau de corruption. Et c'est parfois à cause de l'incompétence et très souvent de la mauvaise gestion que nous n'arrivons plus à contrôler nos dépenses et exploiter nos ressources comme cela se doit. Sur cet aspect, je vous renvoie déjà au décret dont faisait état tout à l'heure votre ministre sur l'action répulsion. J'y reviendrai tout à l'heure. La corruption revêt plusieurs enjeux, à savoir aussi pour les entreprises. C'est la garantie de pouvoir opérer, innover et investir dans un environnement concurrentiel sain et équitable. C'est aussi pour nous les consommateurs la corruption, la lutte contre la corruption, c'est la garantie de l'intégrité et la stabilité des institutions démocratiques de l'État. Je disais, pour nous les consommateurs, c'est un accès à des produits et à des services de qualité sans surcoût et surfacturation. C'est cette incompétence que la Banque mondiale entend faire ressortir dans son étude sur l'évaluation du système des marchés publics sur la corruption. Cette étude, depuis un certain temps, j'essaie de la parcourir, elle est là. Elle fait sortir des aspects qui ne sont pas forcément liés à la corruption, c'est-à-dire à la corruption active et la corruption passive, à la remise de somme d'argent et à la perception de somme d'argent ou le deniers public, mais à un non-respect des règles de forme, du cadre juridique des règles de forme, notamment en matière de marché public. C'est une étude de la Banque mondiale qui a fait l'évaluation du système national des marchés publics suivant la méthode révisée MAPS. Elle fait ressortir, elle ne fait pas ressortir que X ou Y a détourné de l'argent. Elle ne fait pas ressortir que X et Y a perçu de sommes d'argent pour attribuer le marché. Elle fait tout simplement ressortir qu'il y a eu des irrégularités, notamment des irrégularités de forme, notamment dans la passation du marché. Que les acteurs ont privilégié les marchés de très riches au détriment de l'appel d'offres. Ce qui est en soi une irrégularité flagrante, le principe étant l'appel d'offres. Donc, la lutte contre la corruption a un autre enjeu vis-à-vis des citoyens, c'est la garantie de l'intégrité et de la stabilité des institutions démocratiques et de l'état de droit, comme je le disais tout à l'heure. Je pense que c'est ainsi cette incompétence manifeste que la task force sur la dette intérieure fait ressortir à travers la notion de marché fictif ou d'éléphants blancs qui sont visés et certifiés par les agents publics de haut niveau. C'est cela. Comment cela a-t-il pu se passer? C'est toute la problématique, c'est toute la question. Parce que le commun des mortels, quand il entend parler de telles situations, quand il est face à de telles situations, il a l'impression que c'est immédiatement la corruption. Alors que parfois, c'est l'incompétence, mais pas la corruption. Et c'est tout à fait opportun que Monsieur le ministre nous rappelle tout à l'heure qu'il faut aussi aller dans les établissements de formation des agents publics pour qu'ils le sachent dès le départ. Et je lui ai répondu quand on venait que
c'est même un niveau très haut. Il est post-universitaire, les établissements de formation des agents publics sont post-universitaires. Nous envisageons, suite à une réunion que nous avons eue avec le ministère de l'Enseignement supérieur de l'Éducation nationale, nous envisageons de commencer dès la maternelle. Introduire ce curricula dès la maternelle. Pour que l'enfant qui arrive à la maternelle sache déjà, quand il rentre de l'école, il dit à sa mère, le maître ou la maîtresse nous a dit, il ne faut pas faire la corruption. Qu'on le lui répète déjà à l'école. Et la répétition est l'art de la pédagogie, la répétition. On commence à le lui répéter que à l'école, on lui dit, la corruption c'est pas bien, la corruption c'est pas bien, il va le réciter à chaque fois. Et quand il revient de l'école, il dit à ses parents, oh, j'ai vu dans un journal, on disait que qu'elle est corrompue, mais maman, la corruption c'est pas bien. Donc, nous envisageons au niveau de notre ministère, en collaboration avec les ministères de l'enseignement, parce que pas seulement se limiter à l'enseignement supérieur de l'éducation nationale, nous irons également du côté de l'enseignement professionnel, pour qu'ensemble, nous retenons du curricula, nous allons introduire dès la matière, pour que les gens sachent désormais que il y a dans la société, dans la vie humaine, ce qui s'appelle intérêt général et ce qui s'appelle intérêt particulier, intérêt privé. Parce que je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais été dans un hôpital en France. Alors que j'étais déjà avocat, je rentrais à l'aéroport à Paris, je n'avais pas payé une facture. On me l'a présenté à l'aéroport de l'Ouest pour que je la paye. Et c'était pas grand-chose. Hein. C'était pas grand-chose. C'était une facture peut-être, à l'époque, c'était du franc. C'était du franc, c'était peut-être 30 francs ou 40 francs. Parce que l'État français ne blague pas avec son argent. Quand vous allez dans une institution, généralement, quand nous allons payer les frais de scolarité de nos enfants, ils nous disent, il y a 2 enveloppes. Ça, c'est l'enveloppe de l'État. Sur cette enveloppe, vous me faites un chèque parce que je n'ai pas le droit de toucher à l'argent de l'État. En revanche, pour ce qui concerne l'université ou l'école, vous pouvez me payer en espèces. Parce qu'il y a un respect révérentiel de l'argent public. L'argent public est un élément de la souveraineté d'un État. On ne se l'approprie pas à titre personnel. Ne fût-ce que sur le plan de la conscience, quand on s'approprie de l'argent public, on doit ne pas avoir le sommeil quand on rentre chez soi. Vous avez de l'argent public dans vos coffres. Si vous avez les insomnies, il faut vous rendre compte que c'est cet argent-là qui vous donne les insomnies. Parce que c'est de l'argent qui appartient à tout le monde. Ne dites pas que j'ai trop pris de café, ou bien j'ai fait. Ce n'est pas le café. C'est l'argent public que vous avez emporté par devers vous pour en faire votre propre argent qui vous empêche de dormir. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on parle des États démocratiques, des États sous-développés. Les autres sont forts parce qu'ils ont la notion de l'État de droit. L'État de droit, c'est la loi, un élément de souveraineté. L'État de droit, c'est l'argent public qui n'appartient à personne. Et c'est ce qui fait la force de l'État de droit. L'État de droit, ce n'est pas seulement les élections politiques. L'État de droit, c'est aussi la bonne gestion financière. Et M. le ministre vous a rappelé tout à l'heure que c'est un élément fondamental et qui est supérieur dans le cadre de la croissance économique au prix du baril, à l'évolution du prix du baril. Parce que les financiers ils sont toujours en train de veiller à l'évolution du prix du baril du pétrole. Ce n'est pas ça qui fait la force d'un pays, le baril du pétrole. Mais c'est la bonne gestion financière d'un État qui fait la force de l'État. Elle a une incidence beaucoup plus significative sur la croissance économique que l'évolution du prix du baril. La bonne gestion de l'État, c'est l'un des critères, vous qui avez l'habitude de solliciter les fonds à l'extérieur.
On ne vous demande pas si votre baril a évolué, on le sait. On vous demande si chez vous il y a la démocratie. On vous demande si chez vous il y a l'état de droit. On vous demande si il y a les libertés individuelles. Et on vous demande si vous il y a la bonne gestion financière, la transparence financière. Très important. Donc, ce matin, on insiste beaucoup sur les compétences parce qu'on se rend compte que parfois, dans certaines situations, ce n'est pas les agents publics qui sont au centre, mais en raison de leur incompétence avérée, ils ont ouvert une porte à des irrégularités et à des réseaux de corruption. Parce que quand on est ferme, quand on respecte l'état de droit, quand on respecte les procédures, il est difficile qu'une porte s'ouvre à la corruption. Très important, je tenais à vous le dire. Notre mission aujourd'hui n'est pas de vous apprendre votre travail, vous le connaissez parfaitement. Nous sommes venus vous faire rappel de certaines notions et vous dire clairement qu'il faut que cela s'arrête. Quelle que soit la corruption proprement dite, comme la corruption assimilée, comme l'incompétence, il faut que toutes ces pratiques s'arrêtent dans l'administration. Car, aussi bien que vous-même, la corruption nuit gravement à la collecte de l'impôt et vous empêche de bien travailler, puisqu'elle fait entrave à l'exécution normale de votre budget. Vous êtes parfois obligé d'avoir des sueurs froides quand une administration vous demande de sortir de l'argent. Alors que lorsque vous avez préparé votre budget, il était équilibré en dépenses et en recettes. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à payer? C'est parce que la recette a été interceptée quelque part par des actes de corruption. Ça vous donne des sueurs froides, ça vous donne la tension. Vous êtes obligé d'aller chercher pour régulariser la dépense. Donc, il faut que ça s'arrête. Et instruction nous a été donnée par les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État lui-même, non seulement de faire intensifier les procédures judiciaires en cours, mais également d'encourager la mise en place de procédures disciplinaires. Un rappel qui est fait aux inspecteurs, quelle que soit la nature de l'inspecteur, inspecteur des finances, inspecteur des services, aux inspecteurs, de tout faire pour mettre en place des procédures disciplinaires dont l'issue peut aller jusqu'à la sanction de radiation des effectifs de la fonction publique. Et le Premier ministre nous a même préparé un protocole, une fiche technique sur le conseil de discipline, que je sais que vous l'avez déjà, que je vais davantage vous laisser. Nous l'avons même multiplié, on va le laisser en plusieurs exemplaires pour que les gens sachent que le conseil de discipline, nous tous, notre pays, nous ne sommes pas très nombreux. Tous les Gabonais se connaissent, on a tous des parents, des amis, des beaux-frères, des belles-sœurs, mais qui comprennent que le conseil est mis en place par le responsable administratif. Mais qu'en réalité, le problème n'est pas dans la mise en place. Le problème, c'est dans la responsabilité. Les gens ne veulent pas prendre ces responsabilités, ou ils ont peur de prendre la responsabilité parfois. On fait même aussi référence aux pratiques fétichistes. Que si j'organise un conseil de discipline, je pourrais subir de la représailles. Mais ce que Mme le Premier ministre tenait à vous rappeler, c'est que ce n'est pas vous qui prenez la sanction relative à un conseil de discipline. C'est le Premier ministre lui-même qui prend l'arrêté. Le conseil de discipline qui est mis en place est tout simplement pour faire des propositions. Mais c'est un arrêté du Premier ministre. Donc, n'ayez pas peur en se disant que si je prends des sanctions contre un agent, ça peut se retourner contre moi, ce n'est pas vous qui les prenez. Non seulement vous mettez en place une instance qui est prévue par la loi, mais en plus, ce n'est pas vous qui allez signer son arrêt de mort. Ce n'est pas vous. C'est Madame le Premier ministre. Elle a tenu à nous la rappeler à travers cette fiche technique. Mais,
Comme je disais tout à l'heure, notre mission n'est pas de venir vous agresser. Non, ce n'est pas notre mission. Bien au contraire. Notre mission, c'est de faire en sorte que les choses fonctionnent bien. C'est pour cette raison que nous avons pris le choix de préparer quelque chose que nous allons vous laisser. Nous avons préparé un guide pratique, qui est composé de plusieurs enseignements sur les questions de corruption. Ce guide pratique-là, il va vous permettre, vous aussi, de faire de la sensibilisation. Parce que tout ce qu'on aurait dit, on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais il vous faut quand même un document qui puisse vous permettre d'aller faire le compte rendu aux autres, de faire de la restitution. C'est-à-dire qu'à votre niveau, vous faites de la restitution à ceux qui sont en bas, les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cet ouvrage-là, il est là. Nous l'avons amené pour vous le présenter et vous résumer sa quintessence, son contenu. Il a la particularité d'être simple et surtout à la portée du grand nombre, car en plus des indispensables informations sur la nature des infractions de corruption, il offre pour chacune d'elles des exemples au plus près des réalités de notre pays. Donc, vous avez au départ, par exemple, je vais faire le tour tout à l'heure, des infractions, vous avez l'infraction, vous avez la loi, le texte de loi qui punit cette infraction, vous avez la peine et un exemple pratique de cette infraction. Et en plus, il décrit la voie à suivre. Il décrit la voie à suivre pour cette démarche citoyenne qu'est la dénonciation de la corruption. Voie citoyenne, elle vous dit exactement si vous êtes en face d'un cas de corruption, comment vous devez faire pour dénoncer ce cas de corruption. Donc, dans les toutes premières pages, vous avez un peu ce qu'on entend par corruption, notamment la corruption active, la corruption passive. C'est quoi la corruption active? C'est quoi la corruption passive? Je sais que vous le savez très bien. La corruption active, il prend un exemple. La corruption active, c'est par exemple le cas d'une personne qui remet à un juge une somme d'argent en vue de l'obtention d'un jugement en sa faveur. Il fait acte de corruption active. Il remet de l'argent pour obtenir un jugement en sa faveur. C'est la corruption active. La corruption passive, c'est en revanche celui qui reçoit cet argent. Par exemple, un policier qui reçoit une somme d'argent pour ne pas dresser un procès là-bas. Il fait de la corruption passive, il reçoit. Vous avez là-dedans des infractions. La loi parle de la corruption proprement dite, c'est la corruption active et la corruption passive. Et puis, les autres infractions qui sont assimilées à la corruption. Parce qu'il y a toute une gamme d'infractions qui sont assimilées à la corruption. Ça, il faut le rappeler aux agents publics parce que tout le monde ne le connaît pas. Il y a par exemple la concussion. La concussion, se rend coupable de concussion, l'agent public qui volontairement perçoit des taxes, impôts ou droits qui ne sont pas dus ou qui sont supérieurs à ce qui est dû. Il y a par exemple le détournement de deniers publics. Le détournement de deniers publics, il est très connu. Le détournement des deniers publics ne se limite pas seulement au détournement des espèces, il se limite aussi, il va aussi au détournement des biens publics. C'est-à-dire un véhicule qui n'a pas fait l'objet d'une réforme régulière et qui est emporté par un agent qui est démis de ses fonctions. Cet agent fait acte de corruption. C'est un détournement des deniers publics.
Le denier, ce n'est pas seulement l'argent de l'espèce. Le denier, c'est aussi le bien qui appartient à l'État. Donc, il fait office de détournement de deniers publics. Parce que c'est un véhicule qui appartient à l'État. C'est un denier de l'État. Et ça, c'est très courant. Très courant dans les administrations. Vous avez été donné des vos fonctions, vous allez voir le ministre, vous allez voir le secrétaire général, vous allez voir, bon, moi j'ai envie d'emporter ma voiture. Parce que vous estimez que c'est votre voiture. Parce que l'État et vous, c'est la même chose. J'ai envie d'emporter ma voiture. La voiture n'a que 6 mois. Vous la prenez, il vous dit, bon, d'accord, vous prenez la voiture, vous ne faites pas la procédure qui est prévue par la loi, vous la prenez et vous allez cacher derrière votre maison. Vous enlevez les plaques. Vous faites là office de détournement de deniers publics. Au même titre que celui qui va au trésor dans le coffre retirer les espèces qui appartiennent au trésor public. La même chose. Détournement de deniers. Beaucoup ne le savent pas. Il y a certains même qui s'en vantent en disant, moi, de toutes les façons, ils pensent qu'on m'a déjà révoqué les fonctions, mais moi, j'ai gardé ma voiture. Ils s'en vantent. Apologie de l'infraction. Apologie de la violation de la loi. Il fait l'apologie en disant, de toutes les façons, moi, j'ai gardé ma voiture. C'est très bien. Une voiture qui appartient à l'État. Parmi les infractions assimilées également à la corruption, il y a l'abus de fonction. Vous avez un dossier qui vous est transmis de manière régulière. Vous le gardez indéfiniment dans votre bureau, sans raison valable. Sans raison légale valable. Et vous attendez. Les gens appellent, le bureau est sur là, il arrive. Vous ne dites pas exactement ce que vous voulez faire. La raison pour laquelle vous le gardez dans votre bureau. C'est l'abus de fonction. Mais l'abus de fonction entraîne parfois, vous entraîne inéluctablement vers la corruption parce que la personne qui voudrait que son dossier aboutisse finira par chercher d'autres moyens pour le faire aboutir. Et ça ne terminera que par le versement de pots de pain. Ça ne terminera que par le versement de pots de pain. Ça, il faut aussi arrêter ça. L'abus de fonction, c'est de la corruption. Le paiement de commissions illicites, ça tout le monde le sait, c'est le marché public. La surfacturation, voilà, c'est très courant, la surfacturation. Surfacturation, le secours. Se rend coupable du crime de surfacturation, l'agent qui demande ou accepte que le fournisseur d'un bien ou d'un service agréé par une entité fasse une facture d'un montant plus élevé que le coût réel. Un dossier qui a été régulièrement, doit être régulièrement transmis par une administration. Le directeur administratif financier qui suit le dossier vient vers lui. Il lui dit, bon, mon dossier à quel niveau? Non, mon dossier n'a pas évolué. Il faut aller me changer les factures là. Il faut ajouter quelque chose pour moi. Il faut ajouter quelque chose pour moi. De la sorte, lorsque le dossier va aboutir, vous prenez ce dont vous avez besoin, le reste, vous me le restituez. Vous avez fait de la surfacturation. Vous me restituez le reste. Parfois même on entend dire que, puisque ces gars-là, le plus souvent quand ils sont payés, ils nous oublient, ils fuient. Donc nous, on ne veut plus passer par les commissions, il faut qu'ils me payent avant, en liquidité. Les démarcheurs qui viennent vous voir, ils ont dit que, ils ne disent jamais qui, hein. Ils ont dit que, si vous donnez 5 ou 10 millions, parce qu'ils sont déjà au courant que lorsque l'argent est déjà passé, vous ne leur donnez pas. Ils veulent que vous donnez avant. Tu dis, ah bon, hein? Moi, j'ai trouvé ça à nous. Il faut donner avant. Voilà, notre pays. Trafic d'influence. Oh non, c'est le président qui m'a envoyé. Devait sortir ça rapidement. Vous aussi, vous ne cherchez pas à comprendre. C'est pour ça que je parle parfois des compétences, parce que la compétence permet de bloquer ce genre de situation.
Il nous arrive parfois en conseil des ministres là-bas, on clique sur le menu du dossier. Et après, il vient, il dit bon, je vous comprends parfaitement, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Et dès qu'il finit de nous expliquer, on finit par comprendre que nous ne pouvons pas prendre l'argent de telle ou telle manière. Il faut passer par telle ou telle procédure. Donc, là aussi, il y a intérêt à être compétent. C'est quand vous êtes compétent, quelqu'un ne peut pas vous dire, le président a dit, le Premier ministre a dit, le ministre a dit, trafic d'influence, c'est aussi un apparenté, un assimilé à la corruption. Favoritisme, cela ne peut pas faire favoritisme. L'agent public qui utilise son titre ou sa fonction pour l'attribution d'emploi public en relation avec le recrutement au niveau de la fonction publique. La dérive d'initié, je crois que vous connaissez ça aussi. Je ne vais pas vous prendre pour le temps. Il y a la passation illégale de marché public. Vous allez lire attentivement parce qu'on va le mettre ces guides pratiques tout à l'heure à votre ministre qui va par la suite vous les transmettre. Vous fassiez vous aussi œuvre de sensibilisation à travers les autres administrés. Il y a un dernier élément dont je voudrais vous faire appel, c'est celui de la déclaration de biens. Dans l'opinion, les gens ont l'impression qu'il n'y a que le côté négatif, c'est-à-dire on va finir par connaître tout ce que nous avons. Non, il n'y a pas que le côté négatif. Il y a aussi le côté positif, parce que quand vous arrivez dans l'administration, quand certains arrivent dans l'administration, ils ont déjà des biens. Ils ont déjà des biens, nous savons, certains ont pu bénéficier des successions, certains ont pu bénéficier des donations, certains ont pu bénéficier de l'aide. Et arrivé dans la haute administration, il fait preuve de signes de richesse extérieure. Il a des signes extérieurs de richesse. Alors, si vous avez fait la déclaration, quand vous êtes arrivé en fonction, au moins vous pouvez vous justifier en vous disant, mais ils disent que moi j'ai de tout l'argent, pourtant quand je suis arrivé, voilà ce que j'ai déclaré et c'est ce que j'utilise quand je viens au travail. C'est ce que j'utilise dans la vie courante. Donc, la déclaration des biens n'a pas qu'un aspect négatif, il y a aussi un aspect positif qui symbolise, qui fait en sorte que vous devenez transparent. C'est-à-dire qu'on sache au moins que lui, quand il est arrivé dans les fonctions, il avait ses biens. Et quand il sort de là, il dit voilà, j'avais mes biens. Quand je sors, j'ai toujours les mêmes biens. Ou alors, les biens, la valeur ajoutée que j'ai pu avoir sur mon patrimoine, elle correspond à ce que j'ai gagné tout au long de mon. Pendant que j'étais employé, j'étais en fonction. Donc, la déclaration de biens, il faut la faire. Mais on a pensé que, malgré les appels incessants que nous faisons sur l'obligation de déclaration de biens, il n'y a vraiment pas engouement. Il n'y a vraiment pas engouement. On a pensé peut-être que c'est dû au fait qu'il y a un problème de déplacement, il faut partir de son bureau pour aller à la commission, on se perd beaucoup de temps. On s'est dit, monsieur le ministre, qu'on pouvait le faire en passant par le secrétaire général ou les directeurs généraux de chaque administration. C'est-à-dire que, où est le formulaire? C'est-à-dire que le secrétaire général, par exemple, il peut aller à la commission de lutte contre l'enrichissement ici, retirer tous ces formulaires en déclaration. Il les amène ici. Il les distribue à tous les responsables administratifs. Il leur demande à ces responsables-là de faire remplir ça par tous les agents. Parce que la loi ne limite pas, l'article 43 du statut général de la fonction publique dit que tout agent, l'article 43, tout agent est astreint à l'obligation de déclarer ses biens. Et particulièrement, spécialement, quand vous avez de nouvelles fonctions. Voilà. Tout agent doit déclarer ses biens. Et spécialement, lorsque vous venez d'être nommé à de nouvelles fonctions. Voilà. Donc, le mieux serait quand on est agent public, quand on arrive dans l'administration, de déclarer ses biens. Donc,
les secrétaires généraux et les directeurs généraux peuvent retirer ce document, le faire remplir aux agents publics, leur demander de le mettre sous pli fermé et les déposer tous à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite avec accusé de réception. De la sorte, ils pourront, chaque mois, chaque trimestre, faire le point des personnes qui ont fait leur déclaration de biens dans votre administration. Parce qu'une fois que c'est parti là-bas, c'est une institution, elles sont secrètes, on ne peut pas savoir, mais au vu de la collaboration que nous avons, ils nous ont fait dire que le pourcentage actuel de déclaration de biens est très faible. Et la particularité de la déclaration de biens, c'est que si vous vous abstenez ou si vous faites des déclarations inexactes, on peut ouvrir une enquête contre vous pour enrichissement illicite. Parce qu'à partir de ce moment, on va se demander pourquoi il ne veut pas faire la déclaration. C'est peut-être que parce qu'il cache quelque chose. Et ce n'est pas aussi difficile que ça, c'est simple, la déclaration de biens. Vous devez déclarer tout simplement vos biens, meubles. Si vous avez des voitures, c'est aussi simple que ça. Vous avez il y a des meubles, il y a des meubles qui sont corporels, c'est-à-dire les voitures des autres. Il y a des immeubles corporels. Si vous avez des actions dans les banques, si vous avez des DRT, si vous avez des dépôts, vous allez à la banque pour tout mettre, parce que si on le découvre après, on va ouvrir une enquête pour l'enregistrement illicite. Donc, vous déposez les biens meubles, vous devez transcrire. Vous devez transcrire les biens meubles si vous avez des titres fonciers, si vous avez des bâtisses, parce que certaines bâtisses n'ont parfois pas de titre foncier, c'est des immeubles. Vous devez inscrire les biens meubles et immeubles de vous-même, si je peux me permettre la répétition, mais aussi de votre conjoint. Le conjoint peut être l'époux ou l'épouse, parce qu'on peut toujours essayer de blanchir les sommes du trouvé à travers le conjoint, à travers les enfants mineurs, parce que vous devez aussi inscrire les biens meubles et immeubles de vos enfants mineurs. Vos enfants mineurs. Donc, une fois que vous avez inscrit cela dans ce document, vous le mettez sous pli fermé et vous le remettez à une administration, quelqu'un qui va le déposer avec la autorisation, avec un cahier de transmission. Ça nous facilite beaucoup de choses parce que le plus souvent, pour se déplacer, partir de son bureau pour aller à la commission, parfois on perd beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de travail. Donc, nous avons pensé également à vous parler de cela. Il reste à la fin la question de l'action de poussoir, mais votre ministre l'avait déjà évacué. Et je sais que c'est vous qui êtes au centre de cela. L'action de poussoir, l'agent judiciaire de l'État, pour toutes les fautes personnelles qui relèvent effectivement la question de l'incompétence dans le domaine de l'État. L'État peut se retrouver contre les responsables. Le possible en restitution des sommes que l'État a dû dépenser pour faire face à un dommage particulier. Donc, voilà en gros, Monsieur le ministre, je sais que vous avez déjà un plan de travail, puisque nous avons l'habitude de travailler ensemble, et vous faites partie des ministères par excellence qui travaillent pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Donc, nous, on tenait tout simplement à vous faire appel des principes généraux, puisque vous nous avez défini là. D'ailleurs, nous allons vous demander tout à l'heure si vous pouvez nous transmettre une copie de ça, parce que ça va nous aider. Nous avons compris que vous êtes vraiment en plein dans la bonne gouvernance, dans la lutte contre la corruption. Donc voilà, Monsieur le ministre, quelques informations. C'est juste des informations que je tenais à vous transmettre pour que vous aussi, vous essayez de faire de la pédagogie. Parce que, comme on le dit souvent, la répétition, répéter, c'est l'art de la pédagogie. On enseigne avec la répétition. Vous n'avez pas un seul enseignant qui viendrait vous dire que moi je suis enseignant, mais je n'ai jamais fait de la répétition. C'est l'art de la pédagogie. C'est à travers la répétition que l'enseignant fait passer son message, fait véhiculer ses informations, fait de la restitution. Donc, cet élément-là, cet ouvrage-là, va vous permettre de faire de la répétition, de faire de la sensibilisation et de faire de la restitution. Et vous aurez effectivement, comme a commencé à le faire M. le ministre, vous pouvez ajouter d'autres éléments qui participent de cette formation. Donc, merci beaucoup.
jamais terminé. Nous vous remercions, Monsieur le ministre. Nous allons tout de suite prendre des questions destinées à Monsieur le ministre de la Santé de Rwanda. Y aura-t-il des questions dans la salle, s'il vous plaît? Des questions. Les directeurs généraux, des questions. Des questions ou éventuellement des commentaires ou peut-être une contribution. Questions, commentaires, observations. Ou propositions. Ouais, c'est comme vous avez fait tout à l'heure. La gestion de l'argent, c'est la tombe. Monsieur le ministre, dans l'examen des points qui conduisent qui favorisent la corruption, vous avez mis l'accent sur l'incompétence, le non-respect des procédures, mais il y a un élément important aussi, Monsieur le ministre, il faut le noter, et ça fait partie du vécu de l'administration. C'est la gestion des urgences. Nos États, notre administration, nos ministères souffrent de la gestion des urgences. Il faut noter que la plupart des dossiers ne sont pas générés dans nos administrations financières. C'est le ministère sectoriel. C'est le ministère sectoriel qui demande les avis de non-objection. C'est le ministère sectoriel qui veut déroger aux procédures. C'est le ministère sectoriel qui invoque, avance l'urgence des opérations. Je pense qu'il faut que nous, ensemble, tous, on fasse en sorte qu'il y ait moins d'urgence. Il y ait la programmation des événements, la programmation dans la passation des marchés, la programmation dans l'exécution des dépenses. Si tout est urgent, il n'y a plus de confort. Si tout est urgent, il y a peu de place pour assurer la bonne gestion. Qui dit gestion, bonne gestion, c'est ça. Qui dit gestion dit bonne programmation. Programmation initiale, programmation dans l'exécution, programmation des missions, même les missions, programmation des séminaires, et puis le résultat. C'est cela aussi un État. Il doit pas vivre. Et je pense que aujourd'hui, ces efforts, nous devons les faire ensemble. Ils ont commencé. Nous allons les faire, vous le savez, à la suite, à votre suite. Dans 2-3 jours, il y a un séminaire sur les plans de passation de marché. Vous l'avez dit, c'est plus de 80% des marchés qui sont passés 40 ans direct. Ce qui concerne l'ensemble des secteurs. Aujourd'hui, la procédure nous conduit à aller vers la systématisation un peu des appels d'offres. Voilà une première étape qui sera faite la semaine prochaine et nous invitons toutes les administrations, tous les responsables des programmes à pouvoir adhérer à ces choses. Parce que la corruption contractuelle, je vais dire ça comme ça, représente à peu près 80% de la grosse corruption. Donc à partir de ce moment, vous l'avez dit, je pense moins, c'est bien d'incompétence effectivement jouer un rôle, mais je pense
beaucoup plus au non-respect des procédures. Et je pense beaucoup plus à la gestion d'urgence. Et ces éléments, nous devons travailler pour pouvoir réduire cela, pour pouvoir faire en sorte que, peut-être avec la digitalisation, pouvoir réduire ces externalités, ces aspérités de notre politique budgétaire, mais de façon considérable. Et je pense que le premier acte, comme on l'a dit, c'est dans la commande publique, c'est la transparence dans la taxation des marchés. Nous allons essayer, c'est un test grandeur nature de l'administration. Budget 2021, plan de passation d'appel d'offres. L'ambition est là. Et il appartient à tous les citoyens, à toutes les administrations de pouvoir adhérer pour que nous puissions faire un pas vers ce que nous voulons tous, c'est-à-dire l'amélioration de la gouvernance de nos finances. Je pense que c'est le point que je voudrais relever ici. Pour les deux séminaires qui vont se suivre après l'autre, le séminaire sur la conférence sur le plan de passation des marchés et deuxièmement les séminaires sur l'action récursoire qui vont utilement compléter le dispositif que vous avez mis en place. Voilà, je pense qu'à ce stade, c'est que je voulais dire, et dire la sensibilisation. Dans vos messages de sensibilisation, il faut aussi mettre l'accent sur, voilà, sur la gestion des urgences, sur la planification de nos besoins. Et c'est ça qui fera en sorte que un certain nombre de... Si vous avez des crédits de 40, il faut dépenser des crédits de 40 et c'est des crédits de l'année, il faut les planifier dans l'année. Janvier 1, février 10, jusqu'à ce que ça se fasse. Et ainsi, on les adapte à nos capacités de caisse et ainsi, on permet à ce que les contrôles se fassent et qu'un certain nombre d'éléments puissent pouvoir se régler et qu'on aboutisse à une amélioration de l'exécution de tout ça, ça contribue à la perte d'efficience de notre dépense budgétaire, de nos investissements. Les rapports que vous avez cités tout à l'heure, le rapport sur l'évaluation de l'investissement, le rapport humain également, sur l'évaluation, je pense qu'il y a un rapport de la Banque mondiale et un du FMI. Tous ces rapports arrivent à la même conclusion. Voilà, dénoncent, pas la corruption, mais dénoncent le non-respect des procédures, dénoncent un niveau de gré à gré et qui est pratiquement de plus de 80% de notre. Aujourd'hui, il faut l'inverser. Parvenir à ça, c'est d'abord parvenir à inverser ce rapport pour l'amener progressivement vers ce qui est prévu par la loi, c'est-à-dire les 15% de gré à gré et les 85% d'appel d'offres. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'il faut améliorer la qualité des appels d'offres. Il faut d'abord respecter, améliorer la qualité des appels d'offres. Et il faut intégrer la transparence, même dans les loyers. Même dans les loyers, les coûts administratifs. On peut faire un appel à la concurrence pour donner un bâtiment aux caractéristiques pour mettre un service. Donc il faut que ces éléments soient vraiment mis au centre de la gestion des finances. Nous avons besoin du concours de tout le monde. Et nous avons besoin de votre concours. Je vous remercie. Nous avons aussi un autre élément qui nous préoccupe beaucoup. C'est la question du service fait. Nous avons constaté dans la pratique
lorsqu'on fait des engagements, vous avez des demandes que vous faites, des factures, des formats, factures définitives, plus bon de livraison, le certifié, le certificat, alors que le certificat n'a pas encore été fait. Alors qu'il y a même eu plein de contrôles. Est-ce que ça, je sais qu'il y a des raisons factuelles peut-être déjà à ça, mais est-ce que ça ne va pas nous rattraper plus tard? Est-ce qu'on ne peut pas chercher d'autres fois pour faire en sorte qu'il y ait au moins un contrôle au départ? Il faut qu'on réfléchisse. Je voulais vraiment partager cette réflexion avec vous. C'est une question pertinente. Les DG, contribution, le service fait. Comment rendre effectif le service fait? DG, marché public. Alors, merci Monsieur le Ministre. Il faut savoir que dans les attributions de la Direction générale des marchés publics, nous avons pour mission de contrôler l'exécution des marchés publics. Donc, à ce titre, après donc, la passation, nous engageons, nous avons actuellement des équipes qui sont déployées dans toute la province de l'Esturière pour contrôler. Mais Monsieur le Ministre, ce qu'il faudrait, c'est que nos contrôles, il faut qu'ils soient appuyés par des contrôles des bureaux et puis des sectoriels, parce que nous n'avons pas pour ambition de nous substituer aux missions de contrôle et aux maîtres d'œuvre. Donc il faut qu'on mette toutes ces forces bout à bout pour pouvoir s'assurer que l'avancement physique sur le terrain il est en phase avec les paiements. Monsieur le ministre pose une question. Notre loi, nos textes, la réglementation dit pour payer une facture, il faut qu'elle soit certifiée. Voilà. Il se trouve, et tout le monde le sait, au moment de l'engagement des dépenses chez les sectoriels, pour que cette dépense soit transparente, la facture est déjà certifiée par l'ordinateur ou l'administrateur de crédit. Les responsables du programme. Même les avances sur le marché. C'est déjà certifié, alors même que les travaux ne sont pas encore exécutés. La question du ministre, c'est celle de savoir si on ne peut pas évoluer dans la réglementation parce que nous savons que 80%, il est clair que si nous prenons les ordonnances qui sont le trésor certifié, si on les transmet aujourd'hui à la classe 3, on va épargner. N'est-ce pas? Voilà, ils vont être annulés. Parce que tous les ministères sectoriels les ont engagés sur la base d'une, voilà, pour faire avancer leur dossier. Les marchés, donc aujourd'hui, c'est un problème de fond. Parce que cela a été fait en supposant que l'entreprise est préfinancée. Et que les travaux auraient été déjà faits pendant que le dossier est en cours. C'est là où Actuellement, ils attendent les avances. ça c'est pour les travaux, mais pour les livraisons. Ils ne livrent pas. Les billes, il n'est pas livré, les feuilles ne sont pas livrées. Donc il faut peut-être regarder et chercher une formule adaptée. Je pense que c'est un point de réflexion important. Et c'est ça même qui va engager la soutenabilité de nos alliances publiques. La notion de la matérialité de la réponse du service. Comment la rendre efficace, comment la rendre effective au regard des dispositions réglementaires. Parce qu'il est clair que si nous avons quelqu'un aujourd'hui, on déclenche les marchés publics pour la direction générale du budget, pour aller vérifier ces services, aucun dossier ne sera payé. Monsieur l'inspecteur avait une proposition. Je voulais
Je rappelle tout simplement que avec tout début, il y a ça. Les livraisons étaient faites avant ces services. Il est et ça a évolué. La réponse se trouve au niveau de la programmation. C'est-à-dire ce qui arrive, c'est que la livraison de services fait aujourd'hui, du service aujourd'hui, les fournisseurs vous disent qu'ils ne livrent pas. Ça vous n'a pas été dit. C'est vicieux. Ils attendent d'être payés avant de livrer. Ils n'ont plus confiance. Si les livres, ils nous disent que bon, nous pouvons passer 1 an, 2 ans sans qu'ils soient payés. C'est un coût pour eux. Et si ils doivent être payés, il faut au moins sur le plan administratif que le document soit indiqué service fait. Les administrateurs des crédits et ainsi de suite, sur ce plan, ce n'est pas bien compliqué. Ils le savent. C'est peut-être pour des raisons pratiques qu'ils finissent par certifier avant, alors qu'ils n'ont pas été livrés, en se disant que le dossier va aboutir, le fournisseur sera payé, ensuite je vais être payé. Ce n'est pas l'ensemble des dossiers, je dis bien, mais il y a une bonne partie de cela, et j'ai vu ce système se dégrader au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous n'avez plus un fournisseur qui accepterait de vous livrer quand il a été payé. Donc, je pense que la réponse se trouve dans la programmation. Il faut que nos dépenses soient bien programmées. Pour que, au niveau du trésor, lorsque on doit payer une dépense, on n'attend pas trop longtemps. Une fois qu'on l'aura fait, je pense qu'à un moment donné, les entreprises seront, ou les fournisseurs seront convaincus que je peux attendre 1 mois, 1 semaine, 2 mois, ou peut-être 3 mois plus tard, pour être, je vais être payé, donc je peux fournir ce service avant. Je n'ai pas fait une étude dans la généralité, monsieur le ministre. Moi, j'ai vécu ça. Moi, c'est souvent très difficile. Et j'ai vu l'évolution. Parce que moi, au tout début, il y a pratiquement plus de 25 ans, tout se passait bien. Et ensuite, ça s'est dégradé. Vous avez maintenant, aujourd'hui, c'est que nous avions, à un moment constaté, on a appelé ça la quête de confiance de l'État. Pour les factures de l'État, bon, disons, la promesse de l'État, les entreprises disent en plus, ils disent non, mais je risque d'être en train de payer, avec même le risque de devoir annuler ce processus. Je vais vous prévenir et puis tout simplement, je ne serai pas payé. Donc on me paye avant. Donc il y a ce problème qu'il faut régler, et moi je pense, terminer, que la réponse, c'est ce que vous avez dit, il faut que nous programmons très bien nos dépenses, pour que ça corresponde à peu près aux recettes attendues pour être capable de fournir dans les délais. Monsieur le ministre, on va laisser les autres intervenir aussi. Il y a 3 éléments. Le premier, on le réitère pour requalifier la signature de l'État. Parce qu'en réalité, c'est la réqualifier. Nous sommes dans un contexte économique et financier difficile. Et en période de difficulté, c'est qu'il faut la discipline budgétaire, la programmation, la discipline. Une crise associée à une indiscipline budgétaire, ça conduit à ça. Il faut donc revenir sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la programmation. Les fondamentaux, c'est la vérification du service. Il faut que ces services-là soient vérifiés avant le paiement. Même s'il est au niveau de l'ordinateur, notamment on peut commencer par les marchés, les avances de démarrage. Et le directeur général du marché, parlait et contrôle, parce que dans la direction générale du marché, il est désormais créé une direction de l'exécution. Et bien entendu, ça
ça va concerner les grands projets. Les dépenses sensibles, en jeu. Voilà. Nous allons voir la DGMP plus la direction qui vient d'être créée ou qui fait la direction de la construction et aussi renforcée par le bureau de contrôle. Cela peut-être pour garantir le paiement de la vraie dépense au niveau du... Mais il reste que on reste un tout petit peu, je veux dire, déplacé par les petites dépenses. Ça commence par nous-mêmes fonctionnaires, payés sur la base des services faits. Est-ce que nous payons nos rémunérations des services publics sur la base des services faits? Non. Est-ce que lorsqu'on paye nos salaires, on s'assure que le fonctionnaire a véritablement réalisé cette dépense? Mais il peut faire non, ce n'est pas vérifié. On n'est pas sûr que jusqu'au 25, il était présent. Donc la dépense publique, c'est pour ça. C'est 685 milliards qu'il faut vérifier en matière de sport. Seulement les donc je pense que nous devons tout mettre en œuvre pour améliorer, renforcer les services faits. Je pense que c'est le mieux qu'ordinaire. Vous l'avez dit tout à l'heure, la programmation doit se faire, mais il faut que les contributions avancent sur ce point pour qu'on puisse pouvoir encadrer ça. Il faut les moyens, il faut faire évoluer peut-être le dispositif réglementaire également pour pouvoir cerner la question du service fait, qui est une question importante qui a un enjeu sur finalement les conditions de vie. Si on peut renverser le principe, parce que c'est pas un principe législatif. Par exemple, nous avons la présomption d'innocence. La présomption d'innocence nous dit pas toujours. On a prévu la présomption aussi de culpabilité qui vient contrecarrer la présomption d'innocence. Donc il faut aussi rechercher un renversement de principe. Parce que dans certains cas, vraiment, le service est impossible. Quand quelque chose est impossible, on peut toujours renverser le principe. Chercher un renversement du principe en réfléchissant davantage. C'était un grand principe général pour l'État, il faut le service fait. Mais il y a bien des exceptions, des conditions dans lesquelles le service fait ne peut pas être réglé, les conditions du service fait ne sont pas réunies. Il faut créer un contre-principe. Justification. Voilà. Vous voyez, il y a tout ça. Nous voyons les dépenses publiques parce que les investissements, ce sont les plus importants. Mais les missions. Lorsque vous payez quelqu'un pour une mission, est-ce que vous avez la preuve qu'il a réalisé la mission? Lorsque vous payez quelqu'un pour un séminaire, est-ce que vous avez la preuve que le séminaire est réalisé? Donc, c'est autant d'éléments. Celui-là, on le voit peut-être parce qu'on le médiatique, on voit la télé, on dit oui, mais est-ce que tous ces éléments? Donc, ça fait partie des fragilités de notre système. Il faut les regarder, il faut les analyser, il faut faire évoluer nos réglementations. Parce que, monsieur le ministre, l'argument qui est utilisé en France, moi, quand j'étais avocat, quand j'avais un procès là-bas et que mon client devait être indemnisé, il fallait attendre beaucoup de mois, parfois des années aussi. Dans les pays développés, l'État ne paye pas immédiatement comme ça. Oui, c'est pas évident. Moi, je pense que c'est un principe de fonction publique, de finances publiques qu'il faut regarder et adapter à notre situation. Ouais. Il faut regarder le principe de l'adapter à notre situation. Définir les contours du contrôle de la dépense publique. Voilà, parce qu'en réalité, c'est ça qu'il s'agit. Voilà. Vous savez, en France,
mais ça a peut-être évolué. En général, les services du Trésor payent sur la base des services publics. Ils sont juste de la régularité. En France, ils ont changé dans une disposition pour dire que lorsque le comptable a connaissance d'une irrégularité manifeste, il suspend le paiement et en informe l'appelant. Dans le corpus, notre corpus ici, ce n'est pas le rôle. Il se contente de regarder s'il y a la mention service. C'est notre corps d'État qui doit garder les élections. Ouais, C'est quand il a connaissance d'une irrégularité manifeste. C'est-à-dire si en face de son bureau, il le constate il ne voit pas. Ça devient parce que les motifs de suspension de la dépense sont énumérés. Voilà. Voilà. Ce sont ces éléments-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir à tous les niveaux, à tous les niveaux de la chaîne, pour voir comment est-ce qu'on peut garantir l'effectivité du service. C'est peut-être ça, le débat n'est pas épuisé, mais c'est un point de réflexion aujourd'hui. Mais la première piste, c'est celle de remettre la programmation au centre. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers la réinitialisation de la journée comptable sur le budget 2021, c'est-à-dire de faire en sorte que les dépenses, c'est la méthode FIFO, première entrée, première sortie, et que tout cela, avec des dates, des délais de paiement qui sont fixés pour voir. Dans tous les cas, c'était un chantier ouvert. Le service fait et nous allons continuer à réfléchir avec vous aussi, parce que ça impacte la gouvernance, ça impacte les résultats, ça impacte les niveaux de vie, ça impacte la population. Et on a dit tout ça globalement touche au point de croissance. Et donc il faut veiller à partir du moment où nous cherchons à arracher les points de croissance pour créer les conditions pour pouvoir avoir nos 10% de croissance que nous projetons en 2021. En tout temps, quasiment de moins. Pour rattraper 6 points de croissance, il faut forcément créer les conditions de bonne performance. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons tout de suite passer à la remise du compte de la corruption, de la promotion de la transparence, de la lutte contre la corruption, à Monsieur le Ministre Sosthène Ossongou-Bangouel, ministre du Budget et des Comptes publics. Monsieur le ministre, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous remets ce guide de pratique. Il faut aussi passer de la sensibilisation. Tout de suite, la remise officielle du guide pratique de la lutte contre la corruption de Monsieur le ministre Sosthène Ossongou-Bangouel, ministre du Budget et des Comptes publics, au secrétaire général du ministère du Budget et des Comptes publics. Monsieur le secrétaire général, vous avez désormais un outil, un instrument pratique pour nous aider à améliorer la gouvernance financière. Je vous le donne. Je vous demande de bien vouloir appuyer cette sensibilisation auprès de nos services. Le compte de cette
cette campagne, donc ce jour, le ministère de Budget et des Finances publiques a prévu une collation à laquelle nous invitons très humblement les ministres éventuellement à séjour. Tout de suite après, il y aura une séance de docteur officielle qui se tiendra au bureau.